eu de nombreux dépassements de normes. C'est ça qui a forcé la fermeture des prises d'eau pendant 55 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? 55 jours, pas d'eau. Avez-vous déjà manqué d'eau pendant 1 heure? Je ne suis pas sûr dans votre vie. Parce qu'il y a du monde 24 heures sur 24, 365 jours par année qui se font un devoir, une fierté de faire en sorte qu'ils ne manquent jamais d'eau. Manquer d'électricité, c'est déjà pas drôle. Mais si tu avais un manque d'eau, tu verrais à quel point manquer d'électricité, c'est rien. Mais quand tu n'as plus d'eau au robinet, tu ne peux plus flusher des toilettes, tu ne peux plus prendre ta douche, tu ne peux plus s'il y a un feu, tu ne peux plus rien faire. C'est assez critique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 3 villes-là qui ont été aux prises avec cet incident-là? On va le voir brièvement. La première ville, c'est North Battleford. C'est celle où on a vu le pont tantôt avec les résidus qui flottaient. Sur la photo de gauche, vous voyez la station d'eau. Et là, ce qu'ils installent sur le bateau, ils installent des estacades. Donc, c'est des barrages flottants. En fait, c'est pas pour aller ramasser les huiles. Ils sont là pour protéger les installations de l'usine. On ne veut pas que l'huile vienne se coller sur nos tuyaux, sur nos puits d'eau brute, et que ça vienne contaminer nos installations. Donc, la première chose à faire, c'est de protéger ces installations lorsque tu es averti qu'il y a un déversement d'huile, d'hydrocarbures qui s'approche. Eux, pour remédier à la situation, ils ont eu recours à 2 stratégies principalement. La première, vous le voyez sur l'autre photo, ils ont demandé à une ville qui était à 10 km plus loin l'autorisation de prendre leur eau potable et de l'amener par tuyaux et pompes. Donc, ils ont pompé de l'eau traitée d'une ville à 10 km. Ils ont été chanceux, il y avait une ville qui n'était pas touchée par le déversement d'hydrocarbures et qui avait suffisamment de réserves, suffisamment de capacité de traitement pour subvenir aux besoins de sa ville à 10 km qui, elle, était privée d'eau. Ils ont aussi, dans les journées qui ont suivi la catastrophe, procédé au creusage de 4 puits pour se donner aussi plus de capacité hydraulique. Donc, ils ont creusé des puits, puis ont eu recours à la ville voisine, et pour faire en sorte qu'il n'y a pas manqué d'eau. La ville de North Battleford n'a pas manqué d'eau pendant les 55 jours que l'usine a été privée d'eau. L'autre ville, plus loin, ça a été un peu plus sérieux comme problème, si on veut. On est à Prince-Albert, on est à 380 km du lieu de déversement. Donc, le déversement s'il y a lieu dans les baies des Outaouais, jusqu'à Rimouski, ça a été sur 500 km qu'il y a eu des problèmes. Donc, 380 km plus loin, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? La première chose qu'ils ont faite, évidemment, eux autres, ils savaient d'avance que ça s'en venait. Ils savaient qu'il y avait 3-4 jours d'avance pour se préparer, déjà c'est un plus. Ils ont dit aux gens, vous remplissez tout ce que vous avez de bidon chez vous, remplissez votre bain, vos chalons, vous allez bien manquer d'eau. Donc, ça, c'est la première affaire. Ils ont été capables d'avertir les gens. Les gens ont pu se bâtir une réserve d'eau au cas où. Quand ils ont décrété la fermeture de la prise d'eau le 25 juillet, là, ils ont fait fermer des usines qui consommaient beaucoup d'eau. Parce que la priorité dans ce temps-là, ce n'est pas les usines, c'est le monde. On veut que le monde ait de l'eau, parce que si le monde n'a plus d'eau, ça ne va pas bien. Donc, ils ont fermé les grandes consommatrices d'eau. Ils ont instauré des amendes jusqu'à 1400 pièces. Si quelqu'un se fait pogner à consommer de l'eau inutilement, les amendes sont salées. Ils ont, pour se donner un peu de marge de manœuvre, ils ont eu l'autorisation d'aller puiser l'eau d'une réserve d'eau de pluie. Lorsqu'il mouille, au Québec aussi, là-bas aussi souvent, on va accumuler les eaux de pluie un certain temps pour être capable de les traiter ultérieurement. Donc, ils avaient une réserve, un étang, qui n'était pas prévu pour en faire de l'eau brute pour leur usine d'eau, mais ils sont allés traiter cette eau-là, puis ça leur a donné 4 jours de plus pour procéder à d'autres travaux un peu plus importants. Les travaux majeurs qui ont dû être faits là-bas, c'est la construction de 2 conduites pour aller chercher de l'eau brute ailleurs, plus loin. Notre rivière est polluée, notre usine n'est pas capable de traiter adéquatement, complètement. Donc, il faut aller chercher de l'eau brute ailleurs. Là, vous voyez, ils en ont été en chercher sur la Spruce River, à 6 km de l'usine d'eau. Et ils ont fait aussi une conduite de 30 km de long pour aller chercher l'eau dans une autre rivière qui n'était pas polluée. Donc, à l'extrémité gauche, le bout de la ligne rouge, c'est l'usine d'eau potable de Prince-Albert. Et sur la photo, à l'extrémité droite, complètement de la ligne rouge, ça va être là où les ponts ont commencé à aller puiser l'eau. Regardons un petit peu les installations que ça a nécessité. La première conduite, celle de 6 km. Bon, c'était pas une grosse rivière,
rivière Spruce, c'était pas d'ampleur, mais ils ont fait un barrage. On voit les équipes installer un barrage avec des énormes sacs de sable. Ils sont allés au barrage plus haut sur la rivière pour ouvrir un peu les vannes, pour donner un petit peu plus d'eau. Et là, ils ont installé une pompe. Et la pompe, avec un tuyau bleu, ben, ça amène un petit peu d'eau brute pour l'usine d'eau, pour qu'elle puisse avoir un peu d'eau. Mais c'était pas assez, ce tuyau-là. La capacité de cette rivière-là n'était pas suffisante. Donc là, ils ont eu recours à l'installation de la deuxième conduite de 30 km de long. Donc dans ce cas-là, ça a nécessité l'apport de 30 gros moteurs-pompes diesel. On les voit, ils sont en train de les débarquer du camion qui les apporte. Et là, à chaque kilomètre, parce que pour transporter de l'eau, ça prend des pompes, ça prend de l'énergie. À chaque kilomètre, ils installaient un camion-pompe pour pomper l'eau de la rivière qui n'était pas polluée jusqu'à la station de Prince-Albert. Vous voyez un autre de ces moteurs-pompes-là à l'entrée de la ville de Prince-Albert. Ils vont prendre l'eau brute et la repressurisent pour l'amener jusqu'à l'usine d'eau pour satisfaire aux besoins de l'usine. Évidemment, une conduite comme ça, il faut la protéger. Les gens, il faut qu'ils sortent de leur entrée de cours et tout, parce qu'elle n'est pas enfouie. Donc là, on voit les travailleurs municipaux, ce que ça occasionne aussi comme effort ou besoin. Donc, ils doivent protéger les entrées des résidents. Le tuyau a été utilisé pendant à peu près l'espace de 2 à 3 mois. Heureusement que c'est arrivé l'été. Une situation comme ça, s'ils auraient vécu ça au mois de janvier, février, à moins 30, oubliez ça, l'installation d'une conduite de surface comme ça va geler, ça ne peut pas marcher. Donc, on peut se poser des questions. Si ça arrive l'hiver, comment on réagit? Cette même ville-là avait aussi 1200 résidents qui étaient approvisionnés à partir de la ville par des réseaux secondaires, en milieu rural un peu. Pour ces 1200 résidents-là, à Prince-Albert toujours, ils ont eu recours à l'alimentation d'eau par camion. Et ça a nécessité que pour que les maisons, pour que le camion, il faut qu'il décharge dans quelque chose, là, ils ont installé des réservoirs. Vous en voyez un en bleu, la madame, le petit garçon. Donc, les maisons se sont installés des réservoirs pour accueillir l'eau des camions, parce qu'ils ont besoin d'eau, parce que là, la ville n'en livrait plus de façon usuelle. Je me suis intéressé après ça, et ça arrive ailleurs aussi dans le monde, des incidents avec les oléoducs. Là, on en a vu quelques-uns au Canada, aux États-Unis. Si vous allez sur Internet, là, je peux en mettre une liste de 50. J'en ai pris juste 2 événements un peu plus marquants. En 2014, en Chine, il y a eu encore là un oléoduc qui a fui, puis ça l'a contaminé la source d'eau potable d'une ville de 2,4 millions de Chinois. Le taux de benzène a atteint 200 microgrammes litre. Ça, c'est 400 fois au-dessus de la norme québécoise pour le benzène dans l'eau. Donc, évidemment, ils ont eu recours à la livraison d'eau par camion pour les résidents qui n'avaient pas le choix d'avoir une eau potable d'une autre façon. La même année, pays à côté, un autre oléoduc qui a fui dans un fleuve immense. J'aime beaucoup cette photo-là, ça me fait penser au fleuve Saint-Laurent, ou quasiment à la rivière Saint-Maurice, à la limite. Un déversement d'oléoduc en Inde, en 2014. Ça a amené la fermeture de 4 stations d'eau potable. Moi, c'est là-dedans que je travaille, pendant près d'une semaine. Les villes, ces 4 stations-là, ils ont dit, on n'est pas capable de traiter cette eau-là, nous autres, avec des hydrocarbures. Fermeture de l'eau, de l'usine d'eau pendant presque une semaine. Là, il y a eu des camions encore là qui ont eu recours à des camions, mais c'est pas évident pour la population. On vient au Québec, pour vous parler brièvement, il y a eu plusieurs événements avec les hydrocarbures, la pollution au niveau de l'eau potable. On va parler de 4 situations. Il y a eu la contamination dans le coin des lagunes de Mercier, dans le coin de Châteauguay, les villages de la Conception-Sainte-Marceline, la tragédie du lac Mégantic, le déraillement de train, vous vous rappellerez. Il y a eu la crise de l'eau à Longueuil. On va en parler de ces 4 situations-là qui sont survenues au Québec, qui ont amené la contamination de prises d'eau municipales. Une des plus anciennes, moi, quand j'étais à l'école dans les années 80, on en parlait de ça quasiment tous les mois dans l'actualité, c'est le cas d'hydrocarbures qui ont été entreposés dans des lagunes, dans des étangs qui devaient être étanches, mais finalement, ils ne l'étaient pas. Les hydrocarbures ont fui dans le sous-sol, à travers le sable et la terre. Et là, est allé contaminer l'eau
souterraine. D'ailleurs, ici, à Trois-Rivières, plus que le tiers de la ville est alimenté par de l'eau souterraine. Et là, ça a occasionné quoi? Il y a eu une contamination d'une surface de 30 km². Okay? Donc, qui a été contaminée, le sous-sol était contaminé par ce percolage-là d'hydrocarbures dans le sol. Et donc, ça a amené qu'il y a eu plusieurs puits de résidents qui ont dû être condamnés. Et plus que ça, il y a un village au complet, le village de Sainte-Martine. On est tout près de Châteauguay, près de Montréal, qui étaient alimentés par des puits, mais l'eau était contaminée, on ne pouvait plus s'en alimenter. Donc, ils ont construit un aqueduc, un peu comme on l'a vu dans d'autres cas tantôt. Là. Ils ont construit un aqueduc, et aujourd'hui encore, c'est l'aqueduc de la ville de Châteauguay qui alimente le village de Sainte-Martine. Plus que ça, ça fait 40 ans de ça, 50 ans, j'ai des opérateurs qui travaillent à un poste de pompage là-bas, à Mercier, parce que le gouvernement, 10 années après, dans les années 80, ont décidé que pour pas que la pollution se répande encore plus dans le sous-sol, parce que les nappes phréatiques, l'eau circule aussi dans le sous-sol, ils ont eu recours, et c'est toujours en opération aujourd'hui encore, presque 50 ans plus tard, il y a des puits qui sont creusés là-bas, proche d'où est la pollution, là, pour créer un courant d'eau dans l'autre sens. Si vous puisez de l'eau dans le sous-sol, l'eau va aller vers le puits. Et donc, ça évite que la contamination se répande encore plus loin. Déjà, il y a 30 km² de pollués. 50 ans plus tard, c'est toujours pas correct. Plus que ça, ils ont eu recours à des puits qui sont en fonction aujourd'hui. Il y a un poste de traitement d'eau qui fait juste traiter ces eaux-là de pluie, pour éviter que la contamination se propage. Donc ça, c'est une pollution qui est toujours présente. 2 villages récemment aussi. Le village de la Conception, en 2013, Sainte-Marceline l'an passé. 2 villages aussi qui ont vu leur prise d'eau, qui s'abreuvaient avec être pollués par les hydrocarbures. Dans un des 2 cas, c'est un vieux réservoir d'huile qui n'avait pas été vidé, qui a pourri, si on veut, sous terre, qui a contaminé la nappe phréatique. Dans un autre cas, c'est des vieux dépotoirs dans lesquels il y a eu des entreposages de résidus hydrocarbures qui a fini par percoler dans le sous-sol. Et ces 2 villages-là ont été aux prises avec des problèmes de benzène dans l'eau, donc d'hydrocarbures dans leurs eaux. Et ça leur a, après plusieurs mois d'études, ils ont eu recours à des traitements sophistiqués pour être en mesure de finalement être capable d'éliminer le benzène qu'il y avait dans leur source d'eau. Donc des traitements d'aération et de charbon actif. Donc on voit qu'une pollution, en fait, il y a la pollution des eaux de surface, mais il y a aussi la pollution des eaux souterraines, qui est encore aussi, sinon plus dramatique, parce que les eaux souterraines, une fois que c'est pollué, il n'y a plus de biodégradation dans le sous-sol, ça peut prendre des décennies avant que l'eau redevienne saine à boire. On a tous vu des images de la tragédie du lac Mégantic. Évidemment, ce n'était pas un oléoduc, mais les conséquences, peu importe la façon dont c'est transporté, les conséquences ont été à peu près les mêmes, à savoir il y a eu du pétrole qui s'est retrouvé dans le lac Mégantic et puis qui a occasionné des problèmes pour des prises d'eau municipales plus loin. Donc, en fait, pendant 74 jours, il y a les villes de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis, près de Québec, qui ont vu leur prise d'eau fermée pendant 2 mois et demi à cause du déraillement de train du lac Mégantic. On va regarder un petit peu en détail ce qu'ils ont fait ces villes-là il y a quelques années. Ici, vous voyez la carte du secteur, le lac Mégantic en bas, avec la flèche rouge. Donc, le déraillement a eu lieu tout près du lac. Une partie à peu près 100 000 litres. 100 000 litres, ça représente une citerne de train. Les grosses citernes qu'on voit passer noires avec les boutrons, là. C'est 110 000 litres. Donc, c'est grosso modo l'équivalent d'une citerne qui s'est déversée dans le lac. Le lac, mais ensuite, c'est le début de la rivière Chaudière. Puis là, vous voyez les villes qui ont été touchées par le déversement à lac Mégantic, celle de Saint-Georges, Sainte-Marie, puis même jusqu'à 160 km du lieu de déversement, Lévis, qui a dû fermer ses prises d'eau pendant 2 mois et demi. Qu'est-ce que ça a amené dans la rivière Chaudière, ce déversement-là? Les 2 prochaines images, vous allez voir, c'est sur Internet, vous allez voir le ministère de l'Environnement du Québec.
Donc, principalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact au niveau du cours d'eau, du déversement de l'hydrocarbure? C'est que pendant les 2 premières semaines, les taux étaient très élevés. Évidemment, c'est dans les premiers jours, les premières semaines, que le pire de la pollution est là, parce qu'avec le temps, ça finit par se diluer. Donc, les teneurs diminuent. Et là, vous avez différentes chartes. En fait, en gros, ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que pendant les 2 premières semaines, il y a eu des dépassements très marqués au niveau des normes. On parle de 10 à 100 fois supérieurs pour les critères de la vie aquatique, pour les poissons, les cours d'eau. Donc, les normes étaient jusqu'à 100 fois au-dessus dépassées. Okay. Ils ont inventorié les poissons. Il y avait déjà un inventaire qui avait été fait avant le déversement, puis un autre qui a été fait dans les mois qui ont suivi le déversement sur la rivière Chaudière. Le taux d'anomalie des poissons est passé de 5 qui est un taux normal pour un cours d'eau sain, à 40 dans les mois qui ont suivi le dérolement de train. Donc, comme quoi que la rivière a quand même subi des conséquences importantes. D'autres conséquences aussi, toujours encore là, présentes dans la rivière Chaudière, c'est les dépôts d'hydrocarbures dans la vase de la rivière. Okay? Ici, vous avez les dépôts qui ont été enregistrés là, dans les premières semaines. Ils ont jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce. On est à 80 km du lac Mégantic. Jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce, il y a eu des dépôts d'hydrocarbures dans le fond de la rivière Chaudière, qui sont d'ailleurs toujours présents parce qu'il n'y a eu que très peu de sites qui ont été nettoyés après le déversement. Il y a eu des sites principaux de pollution, les autres ont été nettoyés, mais il y a plusieurs sites qui n'ont jamais été nettoyés. Ou pour lesquels on se dit, bien, ça va être la biodégradation naturelle qui va finir par éliminer les toxines. Saint-Georges-de-Beauce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils ont été prévenus que les hydrocarbures étaient en route pour la station d'eau de Saint-Georges-de-Beauce. Ici, vous voyez, on est à 80 km du lieu de déversement. Donc, en fait, la stratégie en cas de déversement d'hydrocarbures, on la voit un petit peu sur cette photo-là, c'est d'installer des estacades en jaune. Donc, c'est des barrières flottantes, quelques pieds, 1 mètre de haut. Les hydrocarbures, ceux qui flottent, ben, sont retenus. Et là, vous voyez en blanc les boudins absorbants qui sont là pour essayer d'absorber autant que possible les hydrocarbures qui flottent. Et vous voyez un travailleur qui est là avec un écumoire, comme un aspirateur, pour faire un vacuum, pour aller ramasser les huiles qui flottent. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de base pour récupérer des hydrocarbures lorsqu'ils ont atteint le plan d'eau. À Saint-Georges-de-Beauce, ils ont été très chanceux. J'ai été moi-même là, surintendant de l'usine. Surintendant, ça faisait chef de station. Avant d'être professeur à Vaudreuil-Dorion, j'ai été opérateur et j'ai été surintendant, donc responsable de l'usine à Saint-Georges-de-Beauce. Bien content que ça ne me soit pas arrivé à moi, cette situation-là, mais ils ont été très chanceux là-bas. Je vous raconte un peu comment ils ont vécu ça à Saint-Georges-de-Beauce. Ici, ce que vous voyez, c'est le barrage Sartignan. Vous voyez les 2 rampes d'estacades qui protègent juste un petit peu plus loin, encerclées. C'est l'entrée de la prise d'eau de la ville de Saint-Georges. Ça a été fermé pendant 74 jours pour éviter que les hydrocarbures atteignent l'usine. Heureusement pour eux, quelques années auparavant, à Saint-Georges-de-Beauce, il y avait eu une grosse discussion au conseil de ville parce qu'ils rénovaient la station d'eau de Saint-Georges-de-Beauce. Et là, ils se demandaient, est-ce qu'on va garder notre ancienne prise d'eau du lac Poulet? Est-ce qu'on la garde en opération, prête à servir, ou si on arrache tout ça? Si on veut la garder, ça coûte 15 000 $. Si on veut la garder opérationnelle, ça nous prend quelques vannes de plus, puis la garder au cas où. Gros débat à l'hôtel de ville, pourquoi on garde ça? On n'a plus besoin de ça. On prend toute notre eau de la rivière Chaudière, on peut avoir ça. Le directeur de la ville, M. Roy, s'est battu. Il faut la garder, on sait jamais. Quand ça lui est arrivé en 2013, je peux vous dire qu'il était bien heureux du choix qu'il avait fait quelques années avant d'investir un peu pour se doter d'une prise d'eau alternative. Donc, Saint-Georges, ils n'ont pas manqué d'eau, ils ont pu se retourner vers l'eau du lac Poulain pour avoir ça. Prochaine ville, plus loin, c'était avant Lévis, il y avait la ville de Saint-Georges, Lévis, entre les deux. Sainte-Marie, oui. Eux aussi ont été chanceux, ils ont été prendre l'eau de la rivière Carthage, pas loin, donc ils ont eu une source d'eau brute alternative. À Lévis, ça a été pas mal plus difficile. Ils ont quand même réussi, il n'y a personne qui a été privé d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lévis? Ils ont fait 2 choses principalement. Ils ont construit, parce qu'à Lévis, il faut savoir, il y a 3 stations d'eau potable. Il y a celle de Charny qui a été touchée
parce qu'ils prenaient l'eau de la rivière Chaudière. Les deux autres prennent l'eau du fleuve, donc ils n'ont pas été touchés. Mais celle de la station de Charny prenait l'eau de la rivière Chaudière, puis il y avait l'avis qui semblait qu'il va falloir fermer votre prise d'eau. Donc, ils ont fait deux choses principalement. Ils ont fait, comme on a vu un peu en Saskatchewan, ce qu'ils ont fait l'été passé. Sur la photo de droite, mais ils ont installé en premier une conduite d'eau brute de la rivière Bocage, qui était chanceux, à 2 km de l'usine d'eau de la rivière Chaudière. À 2 km, il y avait une autre rivière, la rivière Bocage. Et donc, ils ont été chercher de l'eau brute en partie de cette rivière-là. Ils ont eu aussi recours à l'installation de deux autres conduites, celle en bleu, pour alimenter un secteur de la ville. Ils ont eu aussi besoin d'installer deux autres conduites de surface additionnelles pour alimenter en eau traitée les secteurs de Saint-Romuald, qui sinon auraient été privés. Donc, ils s'en sont sauvés grâce à ces installations. Heureusement, eux aussi, là-bas, disent la même chose. Heureusement que c'est arrivé l'été au mois de juillet. En plein hiver, la même situation, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne peut pas installer des conduites comme ça à $20. Ça fait dire au maire de Lévis, parce qu'il y a eu un gros débat concernant Énergie-Est, ils viennent de nous annoncer qu'ils vont reporter le projet, mais le maire de Lévis, M. Boutier, disait au BAP, au Bureau d'audience publique sur l'environnement, s'ils veulent nous construire un autre oléoduc à Lévis, parce que lui, qui devait passer à Trois-Rivières, passait aussi à Lévis, mais moi, je vais avoir 3 prises d'eau alternatives pour mes 3 usines d'eau. Pas question que je revive ça, être déculotté comme ça, comme ils l'ont été. Ils ont été chanceux, ils ont pu s'en sortir. Donc, c'était la condition que la ville de Lévis demandait à TransCanada, qui était le demandeur pour le projet Énergie-Est, que si vous voulez aller de l'avant avec un pipeline à Lévis, bien, vous devrez nous construire 3 prises d'eau additionnelles pour être sûr qu'on ne soit pas aux prises avec la même situation. Puis une dernière situation récemment qu'on a vécue au Québec avec la contamination des sources d'eau avec les hydrocarbures, c'est la situation de la crise de l'eau, on l'a appelée comme ça. La crise de l'eau à Longueuil, il y a presque 2 ans, en janvier 2015. Cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé à Longueuil? En fait, il y a eu un réservoir un réservoir d'huile l'huile était normalement pour l'alimentation des génératrices de secours d'un puits d'eau brute. Le réservoir d'huile a fui. La vaste majorité de l'huile s'est retrouvée dans le réseau d'égouts et s'est retrouvée à la station d'épuration, mais il y a eu une petite quantité d'huile qui s'est infiltrée par une fissure dans le béton et qui est allée contaminer l'eau brute de la ville de Longueuil qui était de l'autre côté du mur de béton. Donc, une petite quantité qu'on ne pourra jamais savoir, c'est 10 litres, 20 litres, 30 litres, qu'on ne pourra jamais savoir, mais on sait que ça a passé à travers une fissure. Et là, malgré le fait qu'il y en avait très peu, les gens, en fait, les hydrocarbures ont traversé la chaîne de traitement. Il y avait des opérateurs là 24 heures sur 24, mais ils n'ont pas pu le détecter. Les hydrocarbures ont traversé les étapes de la chaîne de traitement et ce sont les gens sur le réseau, dans leur demeure, qui ont pris l'eau du robinet, qui ont trouvé que ça sentait les hydrocarbures, ça puait, ça sentait les huiles, les pétroles. Donc là, ça a sonné l'alerte, si on veut. Donc, la ville a fait un programme de distribution d'eau embouteillée pour les 300 000 personnes de Longueuil pendant ça a duré 2-3 jours, la situation. Et ils ont vraiment procédé à des analyses. Et ce qu'ils ont détecté dans l'eau, c'est quelques microgrammes par litre. C'est vraiment des traces. Les hydrocarbures, c'est un produit que, même à l'état de traces, il laisse à l'eau des goûts et odeurs. Donc, ça n'en prend que des très faibles concentrations pour venir rendre l'eau impropre à la consommation. On arrive à Trois-Rivières. Chaque fois que je donne une conférence, j'essaie d'apporter un peu des éléments de l'endroit où je viens. Donc, à Trois-Rivières, vous êtes alimenté par une usine d'eau de surface qui prend l'eau de la rivière Saint-Maurice. À peu près 60% de la population est alimentée par la rivière Saint-Maurice, puis 40% qui est alimentée par des puits. Donc, il y a plus de 50 puits creusés à Trois-Rivières. Donc, si vous reconnaissez le fleuve, vous connaissez la rivière Saint-Maurice. Ce qui est en vert, c'est les secteurs de la ville qui sont alimentés par des sources d'eau souterraines. Et en bleu, turquoise, c'est les secteurs qui sont alimentés par la station d'eau de la ville de Trois-Rivières. Donc, l'usine est à peu près ici, l'usine d'eau brute. L'usine de traitement d'eau de surface est flanquée contre la rivière Saint-Maurice. Et lorsqu'on parlait du projet Énergie-Est, qu'est-ce qui faisait vraiment beaucoup inquiéter les gens ici? C'est que l'oléoduc avait passé juste en haut ici, là,
à quelques kilomètres de l'usine. Donc, il y aurait eu un bris de léoduc, soit causé par un glissement de terrain. Il y a des barrages, il y a plusieurs barrages sur la Saint-Maurice. Un bris de barrage, un glissement de terrain, une surpression dans la conduite, un attentat. Il peut y avoir plusieurs raisons, une mauvaise soudure. Donc, en 1 heure ou 2, les hydrocarbures ont déjà atteint la prise d'eau de la station de Saint-Maurice. Donc, c'était un point qui était très, très inquiétant pour les gens ici de la région. Ici, vous voyez votre poste de pompage à gauche, donc, qui pompe l'eau depuis la rivière et qui la pompe un peu plus haut à la station de filtration de Trois-Rivières. Cette station-là va alimenter à peu près 50 000 habitants. Et le débit moyen est de l'ordre d'environ 40 000 mètres cubes. Un mètre cube, c'est 1000 litres, donc 40 millions de litres d'eau par jour pour la population de Trois-Rivières qui est alimentée à l'aide de la station d'eau de surface sur le bord de la rivière. Les objectifs d'une station de traitement d'eau, en fait, c'est assez simple, c'est capital ici, c'est d'éliminer la turbidité, d'éliminer les coliformes. Les coliformes, c'est une façon de mesurer l'activité bactériologique dans l'eau. S'il y a des virus, s'il y a des bactéries, vous pouvez être malade. Donc, on mesure ça régulièrement aux stations d'eau. Il faut enlever complètement la couleur, l'ammoniac, le fer, le manganèse. Donc, on a les systèmes de traitement pour nous permettre d'éliminer ça totalement de l'eau. Sauf que les hydrocarbures, ça, on n'est pas capable, avec les chaînes de traitement usuelles, les usines d'eau, on n'est pas capable d'éliminer ou de traiter ça convenablement. Les besoins en eau au Québec, c'est de l'ordre de 600 litres par jour par habitant. Donc, les besoins en eau, pour tous les besoins d'une municipalité, c'est les besoins qu'on doit combler. Évidemment, les opérateurs doivent être formés pour être opérateur d'une usine d'eau, ça prend un diplôme, c'est obligatoire maintenant, mais il y a aussi tout un règlement qui encadre la production d'eau au Québec. On appelle le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec, dans lequel il y a 77 normes de qualité qui sont vérifiées régulièrement dans l'eau. On passe le tiers de notre vie dans une usine. C'est des analyses sur, si vous avez le laboratoire, puis des analyses, une usine d'eau, ça vous en faites beaucoup, c'est très, très suivi. Au niveau des hydrocarbures, c'est ce qui nous intéresse ce soir, des 77 normes qui ont été émises, il y en a 2 qui traitent spécifiquement les hydrocarbures. C'est le benzène et le benzopyrène. Puis là, vous avez les valeurs maximales acceptables dans l'eau potable pour ces 2 composés-là. Le règlement s'applique à tous les réseaux de plus de 20 personnes. Le règlement exige la qualification du personnel. Il y a des analyseurs en continu qui mesurent la turbidité, il y a des analyseurs en continu 24 heures sur 24 qui mesurent le chlore résiduel dans l'eau. Et à tous les 4 heures, les opérateurs ne peuvent pas s'endormir parce qu'à tous les 4 heures, vous êtes obligé de faire des analyses sur l'eau. Donc, il y a un suivi qui est fait constamment sur la qualité de l'eau à l'entrée de l'usine, en cours de traitement, à la sortie de l'usine. Ça nous amène, des fois, on a des pépins. Vous savez, vous avez sûrement déjà été aux prises peut-être avec un avis d'ébullition. Il y a des mesures de prévention. Donc, lorsque une usine d'eau a des pépins, des problèmes. Le plus commun, peut-être, vous êtes au courant, c'est un avis d'ébullition de l'eau d'une minute. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a eu une analyse qui a démontré la présence de coliformes dans l'eau potable. Donc, dans ce cas-là, on est obligé d'émettre un avis d'ébullition de l'eau. Mais même des fois, souvent, on va le faire par prévention aussi. Si on a un équipement, entre autres un chlorateur qui a fait défaut, puis là, on n'a peut-être pas eu la quantité de chlore souhaitée, par précaution aussi, des fois, on va faire un avis d'ébullition pour ne pas prendre de chance avec ça. Il y a un deuxième avis qui est beaucoup plus rare, qui serait le cas dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures, c'est un avis de non-consommation. Parce que là, s'il y a des hydrocarbures dans l'eau, beau faire bouillir l'eau, ça ne changera pas grand-chose. Donc, dans ce cas-là, c'est un avis de non-consommation. Là, ça, c'est un peu plus grave. Parce qu'un avis d'ébullition, les gens peuvent faire bouillir l'eau 1 minute, puis ils ont de l'eau, ils peuvent boire, puis la vie continue comme avant. Un avis de non-consommation, c'est pas mal plus coriace, parce que là, tu ne peux pas boire l'eau. Tu ne peux pas boire l'eau, tu ne peux pas la faire bouillir, donc il faut peut-être une autre source alternative pour ton eau, pour aller chercher de l'eau en bouteille, des choses comme ça, parce que tu peux pas. Bien, ça, c'est beaucoup plus rare. La station d'eau de Saint-Maurice, station d'eau de surface,
vous voyez là, les étapes de traitement en bleu, qui sont similaires à peu près à l'ensemble des villes du Québec. Il n'y a pas beaucoup de variantes. Quand on prend de l'eau de surface, ça se ressemble à peu près toutes. En bleu, vous avez les étapes. Donc, vous prenez l'eau de la rivière Saint-Maurice. Il y a une étape de dégrillage, juste pour éviter les poissons, les bouts de bois, les plantes aquatiques. Bon, dégrillage. Ensuite, on va injecter des produits qui vont permettre de coaguler l'eau, ça veut dire d'enlever les particules fines qui sont dans l'eau. Avec ces produits-là, on parle des coagulants et des flocculants. On va faire suivre ça d'une décantation, la flotte lestée dans votre cas à Trois-Rivières, parce que vous rajoutez du sable, du micro-sable pour accélérer la décantation. Donc, déjà, ces étapes-là, coagulation, flocculation, décantation, ça va retirer 95 à 99% des particules qui sont dans l'eau. Ensuite, on commence des étapes de désinfection. La première, dans le cas de Trois-Rivières, c'est la chloration. Donc, après, une fois que l'eau est décantée, on va rajouter une première fois du chlore. Le chlore pour désinfecter l'eau, les coliformes que je vous parlais tantôt. Ensuite, on va faire suivre ça par une étape de filtration. Toutes les usines, d'ailleurs, on les appelle, vu tantôt le titre, c'est marqué usine de filtration. C'est un peu le nom commun pour ces usines-là, parce qu'ils ont tous des filtres à sable. Des fois, sable et de charbon tracé. Mais une étape de filtration pour filtrer l'eau, c'est être sûr qu'on enlève toutes les dernières petites particules qui restent dans l'eau. Et maintenant, on continue avec des étapes encore de désinfection. La désinfection ultraviolet, c'est des nouveaux traitements qui sont apparus au cours des dernières années. Ils viennent juste de rénover la station de Trois-Rivières, ça fait à peine 2 ans. Et ils ont incorporé la désinfection ultraviolet. Donc, encore là, c'est une barrière de plus contre les parasites qui sont dans l'eau. Après cette barrière-là, on va rajouter à Trois-Rivières de la chloramine. La chloramine, c'est un peu comme le chlore, sauf qu'il est plus persistant dans l'eau, il s'évapore moins. Donc, il protège le réseau d'aqueduc contre une future contamination. Puis au final, avant que l'eau soit rendue dans les réservoirs, on va lui mettre des inhibiteurs de corrosion. Ça, c'est pour corriger le pH, pour éviter la corrosion de l'eau. Parce qu'un des aspects les plus dérangeants, c'est la corrosion des tuyaux qui peut salir l'eau un peu. Donc, ce sont nos principales étapes. En rouge, c'est un peu ce qu'on retrouve, le problème qu'on a avec les hydrocarbures, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de produits dans l'eau. Donc, dans le cas de la rivière Saint-Maurice, ces produits-là en question, dans le jargon du métier, on appelle ça les BTEX, c'est des abréviations pour 4 produits très toxiques, benzène, toluène, éthylbenzène et xylène. Ces 4 produits-là, quand vous tankez votre auto avec l'essence, même du diesel, là, vous en respirez quand vous remplissez vos automobiles, le benzène, c'est un peu ça que vous sentez. Donc, c'est ces produits-là qui sont très solubles dans l'eau. Ils sont en fait probablement les plus dangereux pour nous autres comme traiteurs d'eau. C'est ces genres de produits-là qu'on trouve dans les essences, dans le diesel, parce qu'ils traversent la chaîne de traitement. Comme on l'a vu à Longueuil, nos filtres, ça n'enlève rien de ça. Donc, on n'est pas outillé pour enlever ces produits-là. Puis plus loin dans le spectre des hydrocarbures, vous avez ce qui est illustré là, les C10, C50, c'est des chaînes de carbone. C'est des produits un peu plus visqueux, des huiles plus épaisses, du goudron, des asphaltes, tout ce qu'on peut retrouver aussi dans le transport des hydrocarbures. Ça, ces produits-là, ça se comporte différemment que les autres. Ils sont beaucoup plus visqueux, donc ils vont se coller après nos bassins, ils vont se coller après notre sable. Et ça aussi, ça nous inquiète beaucoup, parce que si on retrouve ces produits-là dans nos prises d'eau, ça va vouloir dire que nos bassins vont être contaminés par ces produits-là. Ces produits-là vont s'agglutiner contre nos turbines, contre nos bassins de béton. Surtout, vont aller s'agglutiner dans les filtres à sable et on ne sera pas en mesure de déloger ça parce que c'est très, très collant. Beaucoup d'hommes, vous avez déjà vu ça un peu, c'est très collant. Et donc, c'est un aspect qui nous préoccupe un peu en cas de déversement de ce type de produit. Ça nous amène un peu à la fin de mon exposé, à savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un scénario de déversement de pétrole? C'est un peu ça la question que mon élève me demandait. Qu'est-ce qu'on fait si un jour il y a un train qui déraille, s'il y a un oléoduc qui nous envoie dans Saint-Maurice une charge importante dans l'hydrocarbure? Qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, c'est bien clair, il faut, à l'approche de l'arrivée des hydrocarbures, on va fermer la prise d'eau. Okay? On sait qu'on a une réserve. À Trois-Rivières, elle n'est pas très longue, c'est 6 à 8 heures. D'autres villes, c'est 12 à 16 heures, c'est un peu mieux. Mais on sait qu'on a une réserve. Donc, on peut se donner quelques heures pour réfléchir à notre stratégie. Ça va nous donner aussi le temps, est-ce que la pollution est peu ou grandement importante? Si elle est faible, tant mieux, peut-être que dans 6 heures,
le polluant va s'être complètement dissipé, puis on va être correct. Mais dans le cas où, après l'approche de l'épuisement des réserves, là, on se rend compte qu'il y en a pour plus que 12 heures, 16 heures, il y en a pour peut-être une semaine avant qu'on retrouve une eau de qualité. Là, on a un problème beaucoup plus sérieux au niveau de la gestion de qu'est-ce qu'on fait à l'usine. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'options, il y en a deux. Une fois que les réserves vont être proches du minimum acceptable, il va falloir qu'on décide est-ce qu'on remet en marche la station. Parce que si on ne la remet pas en marche, ça veut dire qu'il va manquer d'eau. Si on n'a pas une source d'eau brute alternative à proximité, puis c'est pas en 12 heures qu'on va pouvoir dérouler les tuyaux, puis se trouver une autre rivière à côté pour faire ça. Donc ça va sûrement amener le deuxième choix, le premier choix, parce que le deuxième choix est tellement drastique, c'est de décider on ferme la prise d'eau, puis on ne la rouvre pas tout de suite. Parce que si on la rouvre tout de suite, la pollution est tellement forte qu'on va contaminer notre usine, puis on va contaminer les réseaux. Puis la santé des gens aussi qui peut être en jeu. Donc, ça va être une question, il va falloir juger en très peu de temps de qu'est-ce qui est le mieux. Donc, ce qu'on souhaite dans une situation comme celle-là, c'est la situation la moins pire possible, ce serait la première. Ça veut dire que, il reste encore un peu de pollution, mais on va vivre avec, on va distribuer de façon massive de l'eau potable. On va mettre des restrictions d'eau pour les grosses compagnies. Prenez pas d'eau, parce que là, il faut garder l'eau pour la population. Puis, l'eau n'est pas consommable, on va pouvoir distribuer de façon massive l'eau en bouteille. À la station, les questions qu'on se pose encore aujourd'hui, parce que je donne des conférences chaque semaine pratiquement, là, je rencontre des collègues de travail, c'est que c'est très difficile de prévoir. On va être devant une multitude d'impondérables. Dans un cas de déversement d'hydrocarbures, c'est quoi le produit? Il y a différents types d'hydrocarbures. Juste dans l'oléoduc EnergiS, il y avait 45 recettes différentes d'hydrocarbures qui pouvaient être pompées. Même dans les oléoducs actuels, des fois ils pompent du diesel, des fois ils pompent du kérosène, des fois ils pompent de l'essence. Dans la même journée, il peut y avoir un lot différent à toutes les 4 à 6 heures. Donc, ça va être quoi le produit? Ça va être quoi la teneur, la concentration dans l'eau? On ne peut pas le savoir d'avance. Ça va être quoi la durée de la pollution? Ça va durer 24 heures, une semaine, 2 semaines? On ne sait pas d'avance. Ça va être quoi l'efficacité des équipes de nettoyage qui vont venir pour récupérer le produit? Si c'est en plein hiver, à moins 30, en pleine nuit, bonne chance. Je ne sais pas s'ils vont être capables de récupérer quelque chose. Ça va être quoi l'efficacité de la chaîne de traitement? On a quand même certains traitements qui peuvent donner une certaine efficacité, mais ils ne peuvent pas tout éliminer. On parle de l'ozone, charbon, actif, mais ça peut juste en enlever un petit peu. Et dans le cas des hydrocarbures, un petit peu, c'est pas assez, parce que la moindre trace communique des goûts et odeurs. Donc la question qu'on se pose, nous autres, ça fait 2 ans que je la pose à bien du monde, j'ai toujours pas eu la réponse, je la cherche encore. Advenant le cas d'un déversement, je vous dis, on ferme la prise d'eau de façon préventive, ça c'est facile à faire. Mais à l'approche de l'épuisement des réserves, il y a ici, je crois, 80 000 personnes à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on fait là après? Il me reste juste 1 heure ou 2 de réserve. Est-ce que je repars l'usine? Sur quels critères je vais me baser, moi, l'opérateur, le chef de station, pour dire est-ce que les hydrocarbures c'est trop fort ou non? Est-ce que j'ouvre ou non la vente? On est encore à discuter de ces questions-là. Sur quels critères on pourrait baser la décision de rouvrir ou non la prise d'eau à l'approche de l'épuisement des réserves. Le pire des problèmes, en fait, ce qu'on pense qui va être le plus critique dans tout ça, si ça devait arriver, ça va être une gestion au niveau des goûts et odeurs. Parce qu'au niveau de toxicologie, bien que ce soit des produits très dangereux, tous ces produits-là, il y en a qui sont cancérigènes là-dedans. Quand vous fumez une cigarette, là, vous prenez une bonne dose de produits aussi qui contiennent des substances cancérigènes et tout. Donc, il y a différentes sources de produits, de polluants dans l'eau, dans l'environnement, puis l'eau potable, ça prendrait une partie, mais le principal problème qu'on va être au prix, ça va être une gestion au niveau des goûts et odeurs. Parce que les hydrocarbures, ça pue, ça sent pas bon, les gens, même votre chien, ne voudra pas boire de cette eau-là s'il y a des odeurs d'hydrocarbures. C'est l'aspect-là qui va être le plus critique probablement. Quelles seront les conséquences si on ne rouvre pas la prise d'eau, quelles vont être les conséquences de priver des milliers de personnes d'eau potable? On peut se poser la question. Puis au contraire, si on la rouvre, la prise d'eau, puis que l'eau est encore polluée, puis ça va être quoi les conséquences pour le réseau d'aqueduc? Ça aussi, c'est des questions encore qu'on peut se poser. Qui va assumer la responsabilité de tout ça? Prenez sur le déversement d'hydrocarbures dans la rivière Chaudière, qui c'est qui a payé pour le coût de tout ça? Ça a coûté 500 millions à peu près cet accident-là. La compagnie a fait faillite. Finalement, c'est le gouvernement du Québec et du Canada qui split ça en deux.
dans le cas d'un déversement d'oléoduc, qui va payer les coûts de la dépollution et des frais que ça va occasionner? Finalement, je vais terminer avec ça, quelques pistes, mon avant-dernière, quelques pistes de réflexion. Je pense que chaque ville doit envisager un peu la question, à savoir, est-ce que j'ai une source d'eau alternative? Si ça m'arriverait une situation comme celle-là à Trois-Rivières, est-ce que j'ai accès à une source d'eau brute alternative? D'approfondir la question. Et deuxièmement, si je n'ai pas accès, comment je vais faire pour alimenter ma population en eau embouteillée? Est-ce que je suis vraiment prêt pour alimenter 50-60 000 personnes en eau embouteillée pendant plusieurs jours, une semaine, deux? Bon, comment ça va se passer? Donc, c'est sûr que c'est des choses à bien considérer dans le plan des mesures d'urgence. C'est sûr qu'on est bien préparé dans ces alternatives. Les autres options qu'on peut penser, c'est d'augmenter les capacités de stockage d'eau. Actuellement, à Trois-Rivières, la capacité de stockage, c'est 6 à 8 heures. Donc, c'est sûr que ça serait plus grand, ça serait mieux, mais ça coûte très cher. Bâtir des réservoirs, c'est des investissements dispendieux. Mais bon, c'est souhaitable d'avoir des réserves le plus longues possible. Il peut y avoir d'autres événements aussi qui font en sorte qu'on peut être privé d'eau. On peut penser aussi à ajouter certaines étapes de traitement. Mais ils sont là aussi très dispendieuses. Et puis là, je parle de l'aération, du charbon actif, de l'ozonation. Mais encore là, leur efficacité n'est pas totale. On ne sera pas à l'abri malgré le fait qu'on peut être moins pénalisé, mais il va quand même en passer. Et puis finalement, ce qui est peut-être le plus logique à faire à court terme, c'est de s'assurer du renforcement des mesures d'inspection pour le transport des matières dangereuses. Le plus important, je pense, c'est de s'articuler beaucoup là-dessus. Il faut avoir les meilleures techniques d'inspection, tant pour les pipelines, de transport par train. On voit souvent, lorsqu'on abaisse la réglementation, il y a des abus, puis là, on se retrouve avec des problèmes. C'était le cas à Lac-Mégantic. Les pipelines, souvent aussi, on abaisse les standards, et puis là, on a des déficiences. Puis finalement, aussi, de s'assurer qu'on a un plan de mesures d'urgence qui est vraiment bien orchestré, renforcé aussi pour être prêt au cas où ça arriverait. Toutes ces considérations-là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis là-dedans, ça a amené la communauté métropolitaine de Montréal, il y a 2 mois, le 3 août 2017, à procéder à la création d'un groupe de travail. Donc, ils ont nommé plusieurs personnes du domaine de l'eau pour, comme mandat, d'identifier des mesures additionnelles permettant la production et la distribution de l'eau pour plus que 16 heures en cas de déversement d'hydrocarbures. Donc, il y a un groupe de travail qui se penche là-dessus à Montréal, pour essayer vraiment d'analyser tout ce contexte-là, toute cette problématique-là. Ils ont une date d'échéance, le 30 juin 2018, donc j'attends les travaux, voir qu'est-ce qu'ils vont sortir de ces travaux. Donc, ça complète un peu ma présentation.